Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Le parrainage est une question qui se fait vivre dans l'actualité politique au Bénin. À 7 mois du scrutin présidentiel, les acteurs politiques défilent à la Sénat pour une meilleure compréhension. Les acteurs de la société civile aussi y étaient il y a à peine une semaine pour toujours comprendre le mécanisme pratique défini par la Sénat en vue d'un parrainage légal et un parrainage donc sans problème. Et c'est justement pour en parler que nous recevons sur ce plateau Madame Maryse Glélé-Ranzo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tchobé. Vous êtes la coordonnatrice nationale du réseau ANEP Bénin, entendez, Réseau Ouest-Africain pour l'édification de la paix. Vous êtes également sur ce plateau, sur votre casquette de coordonnatrice de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je co-anime cette émission avec mon collègue Jean-Yves Mitokpe. Bonjour. Bonjour Joël. Maryse Glélé-Ranzo, bonjour. Bonjour, Monsieur Mitokpe. Alors, le parrainage, se fera sous anonymat, c'est ce que la Sénat a décidé. La plateforme n'est pas rassurée. Qu'est-ce qui vous inquiète? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et avant d'y aller, je tiens à souligner que il faut reconnaître quand même les efforts que fait la Sénat. Il faut reconnaître les mérites de cette institution parce que voilà une institution qui est appelée à appliquer une loi électorale et qui n'a pas du tout été associée au vote de cette loi-là, à l'amendement de cette loi, qui n'a pas du tout été impliquée pour dire comment est-ce que dans la pratique, les mécanismes qui pourraient être plus faciles ou d'autres, et qui se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, entre l'obligation pour elle d'organiser des élections transparentes, crédibles et apaisées aussi, et la nécessité d'aller à ces élections-là, de les organiser avec une loi électorale conflictogène ou problématique. Donc, il faut quand même reconnaître les efforts qu'elle fait. Donc, elle nous a invités, la société civile, la Sénat nous a invités pour nous expliquer un peu le mécanisme d'opérationnalisation du parrainage selon sa compréhension. Et disons que selon elle, la Sénat parle de mettre à disposition des parrains, donc députés et maires, des formulaires uninominatifs. Elle nous a expliqué tout un processus qui pourrait garantir la sécurisation du parrainage. Cependant, nous avons quelques inquiétudes. Et la première, c'est déjà que nous avons demandé à ce qu'il y ait un acte, parce que je suppose qu'il y a une décision de la Sénat qui porte un peu ce mécanisme-là décrit. On nous a appelés, on nous a fait des projections, mais ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'il y ait un acte, une décision de la Sénat qui décrit un peu ce mécanisme-là tel qu'il sera mis en œuvre par la Sénat, et à tête reposée, les organisations pourraient l'examiner et voir. Donc, nous sommes en attente de cet acte-là. Le président nous a dit qu'il était en cours de finalisation et qu'il sera partagé une fois que ce sera finalisé. Donc, nous l'espérons vivement, cet acte administratif officiel qui porte opérationnalisation du mécanisme du parrainage selon la Sénat. Ensuite, tel que la Sénat nous l'a expliqué, les préoccupations sont de divers ordres. Je vais dire rapidement 4 points. Premièrement, c'est que tel que la Sénat a expliqué le parrainage, ça réduit selon nous la transparence du processus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les candidats, mais le citoyen ne peut suivre comment le parrainage se fait. À aucun moment, il n'est possible de savoir que sur les 160, voilà, 10 ont déjà donné leur parrainage, il reste 150, etc. Qui a parrainé qui, on ne peut pas le savoir. Donc, cela réduit la transparence du processus de parrainage. Et dans ces conditions, comment est-ce que se fera le contentieux éventuellement du processus du parrainage? Gros point d'interrogation, ça n'a pas été évoqué et ça n'a pas été dit. Deuxième élément que nous avons, c'est que le parrainage tel que décrit par la Sénat ou tel que la Sénat compte l'opérationnaliser pourrait augmenter l'exclusion du processus électoral. C'est-à-dire quoi? Au dire de la Sénat, un candidat ou un duo peut se retrouver dans son dossier de candidature avec plus de 16 parrainages. Absolument. Aujourd'hui, nous avons 160 parrains, et si on s'en tient aux 10% obligatoire exigé par la loi, on pourrait avoir maximum, je vais dire, 10 duos candidats à l'élection présidentielle. Mais si un duo se retrouve à donner plus de 16 parrainages, c'est qu'il réduit la possibilité à un duo d'avoir 16. Donc, ça peut réduire
au final, le nombre de duos qui pourraient être appelés à compétir et donc augmenter. Mais il faut quand même préciser que nous ne sommes pas tenus d'avoir 10 candidats. Absolument, je suis d'accord. Nous ne sommes pas tenus d'avoir 10 candidats, mais nous pourrions en avoir 2. Nous pourrions en avoir avec ce système. Déjà, des 30 que nous avions l'habitude d'avoir ou des 25 que nous avons l'habitude d'avoir à 10, on pourrait dire que la réforme de la réduction a porté. Maintenant, si on doit n'avoir qu'un seul ou que 2, c'est l'exclusion le risque d'exclusion est largement augmenté. Et un dernier élément que je vais ajouter, c'est-à-dire que tel que c'est fait, ça ne garantit pas non plus que le parti politique ne gouverne pas le processus du parrainage. Parce que c'est vrai que la Sénat donne des formulaires aux parrains unis nominalement, mais à aucun moment, la Sénat ne suit le processus jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'après, les parrains peuvent dire, OK, les partis politiques peuvent encore faire leur loi au niveau des parrains pour orienter les parrains. Alors, j'ai l'impression que vous attribuez tellement de prérogatives à la Sénat. La Sénat n'a pas toutes ces prérogatives. Je voudrais remonter un peu plus haut quand vous parliez de l'implication de la Sénat par rapport au vote de la loi. Est-ce que c'est le rôle de la Sénat? La Sénat n'a pas vocation à s'impliquer dans les lois qui sont votées, même si c'est des lois électorales. La Sénat n'a peut-être pas vocation à voter les lois, mais la Sénat, comme tout citoyen, comme vous et moi, on devrait être impliqué, on devrait avoir notre mot à dire, on devrait pouvoir opiner sur les propositions de loi ou les projets de loi. On devrait, tout citoyen, tout chercheur, tout acteur politique, tout acteur social devrait pouvoir, opiner. Il devrait pouvoir y avoir un débat ou des débats nationaux, communautaires autour des lois qui ont vocation à régir notre vie et qui ont vocation à régir des domaines aussi sensibles que les élections. On peut considérer qu'en son temps, le débat avait été fait. Nous ne sommes plus actuellement à l'heure d'un débat autour des lois électorales. Non, justement, je n'ai pas dit qu'on est à l'heure d'un débat. J'ai dit justement qu'à l'heure où le débat devait se faire, la Sénat n'avait pas été impliquée. À l'heure de l'amende, vous vous rappelez comment le code a été amendé dans notre pays. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu d'implication des institutions qui pourtant sont appelées à utiliser, à mettre en œuvre ce code électoral. Madame, la Sénat, les cours qui gèrent les contentieux, la Cour suprême et autres, je ne suis pas sûre qu'elles aient été impliquées dans l'amendement de Alors, Madame Maryse Glelaranzo, vous dites que la Sénat n'a pas été impliquée dans ce processus d'adoption de ce texte de loi au Parlement. Je pourrais également vous dire que les acteurs de la société civile n'ont pas été impliqués. Est-ce qu'il s'agissait pour la Sénat d'être peut-être timoré, peut-être amorphe dans son coin et attendre que les acteurs politiques lui tendent la pêche? Vous savez, on est dans un état de droit, dans un pays démocratique, et les institutions ont leur rôle, les institutions ont leur place dans l'arsenal institutionnel du pays. Chaque structure, chaque institution a son rôle. Et quand on n'a pas invité, je pense que ça pourrait être de bon ton de penser qu'elle n'a pas voix au chapitre. Au niveau de si je prends notre exemple, par exemple, au niveau de la société civile, on n'a pas été invité non plus. Pourtant, on a fait des documents de proposition, on a fait des recommandations qui malheureusement n'ont pas été prises en compte non plus. Donc, quand c'est comme ça, souffrez que, ne demandez pas forcément à la Sénat. Moi, je ne peux pas répondre à la Sénat que de dire que, OK, même si elle n'a pas été invitée, elle aurait pu s'impliquer. Faire la démarche. Faire la démarche et s'impliquer dans le débat de l'amendement du code. Mais juste que ce que je veux faire savoir, ce que je veux relever ici, c'est que s'il y avait eu des débats autour pendant l'adoption, autour des différentes propositions qui étaient sur la table, on aurait pu voir un peu ces problèmes de mise en œuvre qu'il pourrait y avoir, parce que la Sénat, quand même, elle est en place depuis 5 années, donc elle a une certaine expérience. Et puis, elle a de l'expérience aussi partagée de par ce qui se passe ailleurs. Donc, elle aurait pu contribuer, étant justement la structure qui va mettre en application cette loi-là, à relever certaines incohérences ou certaines dispositions qui pourraient être difficiles d'application. Alors, vous avez suivi cette semaine, puisque je remonte encore
un peu plus haut dans vos explications tout à l'heure. Vous disiez que, voilà, que ce processus, en tout cas ce mécanisme pratique adopté par la Sénat ne garantit pas la transparence du processus. Vous avez suivi sans doute Madame Bokor, Geneviève Nadjor, la vice-présidente de la Sénat cette semaine, qui est montée d'un cran et qui a expliqué le mécanisme pratique, encore une fois, de ce parrainage-là. On parle d'un hologramme qui sera disposé sur le formulaire nominatif. On parle donc de l'impératif besoin des empreintes digitales des parrains pour tout au moins sécuriser. La Sénat également donne l'assurance de générer seulement 160 fiches nominatives. Alors, est-ce que tout ceci n'est pas de nature à rassurer tout au moins de la crédibilité, de la transparence ou bien de la sincérité de la Sénat? Tout cela, toutes ces dispositions rassurent que, amènent à s'assurer qu'un parrain ne va pas parrainer plus d'un. Oui. Vous voyez, un parrain ne va pas, à la limite, c'est ça. On veut s'assurer que c'est le formulaire qu'on vous a remis, c'est ce formulaire que vous remettez à la fin. C'est le formulaire Bien qui a été émis dans le circuit qui est ressorti. On veut s'assurer ça, que le formulaire de monsieur, remis à monsieur Jean-Eudes, c'est vraiment monsieur Jean-Eudes qui a écrit, qui a signé et qui a redonné ce formulaire. Toutes ces dispositions sécurisent ça. Mais à part ça, comment est-ce que monsieur Jean-Eudes a choisi son parrain? Est-ce que monsieur Jean-Eudes, à tel moment du processus, monsieur Jean-Eudes n'est plus disponible comme parrain, à tel moment du processus, il reste tel autre parrain, un certain nombre de parrains. Donc, est-ce que là, la Sénat, tout ce que vous demandez là, est-ce que ce n'est pas demander à la Sénat d'outrepasser ses prérogatives, ses champs de compétences? Pas du tout. Pas du tout. Si le processus du parrainage doit être mis en œuvre, le processus devrait être sécurisé, doit être transparent. C'est des critères. Et donc, je ne pense pas que ce soit demander à la Sénat d'outrepasser ces compétences que de dire que le mécanisme fasse que le processus soit clair et que tout citoyen, c'est ça qui rassure en fait, que effectivement les choses sont faites dans les bonnes conditions et qui limitent les frustrations. Alors, sur la question de la transparence, moi je voudrais bien comprendre, les parrains, ils sont 160, ce sont les parrains qui vont justement désigner tel ou tel candidat, ça nous sommes tous d'accord. Pourquoi est-ce que vous voulez que les populations soient impliquées et maîtrisent l'évolution du parrainage, si on peut dire la chose ainsi? Pourquoi ne pas attendre simplement que la Sénat publie à la fin les résultats de tel ou tel qui a parrainé telle ou telle personne? Est-ce que ce n'est pas ça véritablement même le gage de la transparence? Non, puisque transparence, ça veut dire ouvert, que tout le monde voit. Ça rassure le citoyen qui est appelé à voter de savoir que ceux qui sont retenus finalement, ça a été à l'issue d'un processus transparent. Mais le processus c'est comme on l'exige de tout examen auquel on va, pour savoir que les résultats qui sont sortis sont des résultats crédibles. C'est pour rendre justement incontestables ces résultats-là une fois que ces résultats-là vont sortir. Sinon, on se pose mille et une questions. Comment ça s'est passé? Ainsi de suite. Donc, vous avez une peur bleue par rapport à cette option du parrainage sous anonymat? Je n'ai pas une peur bleue. Je vais dire que moins il est transparent et plus ça peut augmenter le risque de Puisque la Sénat quand même explique qu'il fallait absolument protéger les élus contre d'éventuelles pressions. C'est d'ailleurs pour ça que la Sénat décide de mettre sous anonymat ses parrains et se refuse de publier la liste dans une certaine condition. Je suis d'accord avec tout ça et c'est pour ça que je dis que, vous voyez, c'est des débats qu'on fait maintenant alors que c'est des débats peut-être qu'on aurait pu faire au moment où on mettait en place le système du parrainage. Si toutes ces compétences ou toutes ces comment je vais dire, ressources avaient été mises, impliquées dans le débat. Parce que qu'on le veuille ou non, sécurisation, oui, protection des parrains, oui, mais il ne faut pas que ça, comment je vais dire, ça annihile le caractère transparent. Parce que quand le citoyen, je ne parle même pas des candidats, des candidats potentiels, mais le simple citoyen électeur qui aura apporté son choix sur tel candidat, il faut qu'il comprenne comment le processus de parrainage a eu lieu pour que son candidat éventuellement ou son duo ne se retrouve pas candidat à la fin. Est-ce que à travers les élus locaux, les élus locaux, les députés qui sont d'ailleurs en contact permanent
avec les populations. Est-ce qu'à travers ces élus déjà, à travers ces parrains, est-ce que les populations ne sont pas au courant et ne maîtrisent pas véritablement le processus si on se dit qu'il y a une discussion, qu'il y a un dialogue entre l'élu local et les administrés? Vous avez bien dit si, hein, et dans notre pays, vous savez comment ça se passe. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un dialogue entre les élus et leur population, entre les élus et leur électorat? Les députés, depuis avril ou mai qu'ils ont été installés, combien de fois ils sont descendus à la base ça, pour vous avoir ne pouvez des pas débats? le dire. Ben, je ne peux pas le dire, vous ne pouvez pas le dire non plus. Donc, ça demeure si. Et dans notre pays, on sait comment il est difficile d'avoir accès à ces élus-là une fois qu'on les a justement élus. D'accord. Ouais, donc, Une seconde, Joël. Toujours sur la question de la transparence. Là où moi, je n'arrive pas à cerner votre argumentaire, c'est que les partis politiques sont d'accord avec ce que la Sénat a eu à faire comme annonce. On a entendu la FCBE dire qu'elles étaient d'accord, les forces Coripo Bénin émergents. On a reçu également sur ce plateau, il n'y a pas très longtemps, un autre acteur politique du Parti Les Démocrates, même si le parti n'est pas encore constitué, dire qu'il était d'accord, plus ou moins, mais avec l'analyse qui a été faite par le député Abdoulaye Gounou, qui était que c'était les partis politiques qui devaient gérer le parrainage. Vous, société civile, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Où est-ce que vous vous situez dans le processus? Je pense qu'il faut comprendre que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts ne sont absolument pas les mêmes. Les partis politiques, les acteurs politiques, c'est des partisans, ils ont d'autres intérêts que nous n'avons peut-être pas. Nous sommes plus préoccupés par l'intérêt général, par comment que tout se passe dans la transparence, dans la paix, sauvegarder une certaine crédibilité, une certaine transparence du processus. Donc, c'est peut-être ces intérêts-là qui gouvernent ou qui guident chacun dans ses choix ou dans ses positionnements. Nous sommes positionnés sur des questions de principe. Et le principe est que plus le processus il est clair, transparent, compris de tous, moins il y a de contestation, moins il y a de frustration et moins après il y a du contentieux où il peut y avoir de la violence. D'accord. Alors, donc, justement, vous parlez de contentieux, vous m'offrez là dans le boulevard d'une transition parfaite. Alors, Madame Maryse Glele-Ranzo, vous êtes la coordonnatrice nationale de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Vous étiez à cette séance avec la Sénat où on a entendu le président de la Sénat, M. Emmanuel Tiando, dire que vous frappez à la mauvaise porte. Il vous a renvoyé donc ainsi devant les juges de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prête à saisir la Cour pour un arbitrage? Déjà, rectifier que quand il parlait de nous frappions à la mauvaise porte, c'était par rapport à la loi. Comme je l'ai expliqué au début et tout, il disait, eux, ils n'ont pas vocation à faire la loi, ils ont juste vocation à l'appliquer. Et c'est là où je disais, bon, ça ne devait pas être évident de se retrouver à leur place. Ça, on se comprend. Mais est-ce qu'on va saisir la Cour constitutionnelle? C'est un débat, c'est une discussion qui n'a pas encore eu lieu au sein de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Cette question n'a pas encore été discutée parce que, comme j'ai eu à le dire, c'est vrai que on entend, la Sénat nous a expliqué, mais il nous faut vraiment l'acte qui porte le mécanisme d'opérationnalisation. Il nous le faut écrit pour que, de façon plus reposée, à tête reposée, de façon plus froide, dépassionnée, on puisse analyser vraiment les tenants et les aboutissants de ces modalités d'opérationnalisation et décider de quoi faire. Donc, à l'heure actuelle où je parle, cette question n'a pas été discutée au sein de la plateforme électorale des OSC. La Sénat ne reviendra pas sur sa position, certainement, je le dis comme ça. Qu'allez-vous faire? Vous n'en savez rien, parce que si la Cour constitutionnelle intervient, la Sénat pourrait revenir sur ces positions, pourrait revoir ces modalités d'application. Est-ce qu'il y a un travail de lobbying qui est en dessous, que vous faites peut-être? Pour infléchir peut-être la position de la Sénat ou quand même orienter dans votre sens ce que vous voulez entendre de la Sénat et de la Cour? Ce n'est pas ce que nous voulons entendre de la Sénat. C'est-à-dire que nous ne voulons pas entendre quelque chose de particulier de la Sénat ou de la Cour, mais nous voulons juste que les autorités, les institutions, à quelque niveau qu'elles soient dans le processus, qu'elles aient ce même souci de transparence, ce même souci de crédibilité du processus du parrainage pour qu'au finish, il y ait vraiment moins de frustration, moins de contestation et pour que
les choses se passent un temps soit peu dans la paix. C'est vrai que le parrainage intéresse pratiquement tout le monde. Joël l'a dit à l'entame de cette émission, mais le processus électoral est lancé. Ça va très vite. Vous avez tantôt félicité la Sénat. Il y a également que le COSLEPI est en train de procéder actuellement à l'affichage des listes. Curieux qu'on ne voit pas les OSC sur ce terrain, alors que c'est là que vous devez en principe être plus regardant. C'est là que vous devez jouer véritablement votre rôle et permettre à tous les citoyens d'obtenir et d'avoir leur nom sur les listes électorales pour aller voter. Vous avez dit que ça vient d'être lancé aussi. Donc, ça fait un moment quand même. C'est des, comment je vais dire, c'est des pistes, c'est dans notre agenda, c'est dans notre agenda. Et donc, comme à tout processus électoral, la plateforme fera son rôle, son suivi de comment est-ce que aussi ça se passe, l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. La plateforme a mis en place un groupe national de réponse qui est actuellement dans une démarche d'aller vers ces différentes institutions pour comprendre leur agenda, leur calendrier et voir comment elle peut intervenir, comment elle peut contribuer vraiment en informant le citoyen, en communiquant avec le citoyen à ce que le citoyen puisse réellement sortir et aller faire son... Vous m'excusez si je reviens là-dessus. C'est pas prioritaire pour les OSC, la liste électorale, alors que c'est souvent la liste électorale qui est source de conflits dans la plupart de nos pays quand on parle d'élections. C'est pas prioritaire? Si, je ne dirais pas que c'est moins prioritaire, mais ça demeure une étape du processus et on a notre calendrier par rapport à ça aussi. D'accord. Alors, Madame Maryse Glera-Ranzo, nous allons progresser dans cette émission puisque le chrono tourne très vite. Alors, début septembre, nous avons observé un groupe d'OSC lancer la plateforme LMC 2021. Laissez-moi choisir. Et là encore, la question du parrainage était au cœur des débats. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette initiative citoyenne? Cette initiative citoyenne était vraiment pour, une fois encore, attirer l'attention sur le parrainage tel que c'est mis en place dans le code électoral et, disons, dire sa position. Et sa position relève d'un certain nombre d'arguments qu'elle a exposés dans son document de plaidoyer. Et ces arguments tiennent à ce que, premièrement, par exemple, le parrainage tel qu'il a été instauré, il a été instauré sans qu'il y ait un débat réel autour de ça, autour du parrainage, alors que c'est une question importante, c'est une question vraiment primordiale dans le processus électoral de 2021. C'est sorti comme un cheveu sur la soupe de nulle part du dialogue qu'il y a eu en octobre et donc on n'avait pas compris, on s'est dit que cette question devait être très sérieuse pour que ça soit vraiment, comment je vais dire, prise en charge par uniquement les députés et uniquement des députés ressortant tous de la majorité présidentielle. Premier élément. Deuxième élément... Quand vous dites que c'est sorti comme un cheveu sous la soupe, vous parlez des acteurs de la société civile parce que pour les acteurs politiques, généralement, et je crois que dans une récente interview du chef de l'État, on a entendu dire que la plupart de ces réformes politiques, surtout celles qui concernent les lois électorales, c'était depuis 2015 que tout cela avait été pensé. Le parrainage, ça avait été pensé, oui, mais est-ce que ça avait été discuté largement? Les acteurs politiques ont certainement discuté. Vous avez dit tout à l'heure que les intérêts sont divergents. Vous avez bien suivi avec moi aussi quand il y a eu l'amendement de la Constitution en 2019 et que ce système est intégré, est sorti. Vous avez suivi les uns et les autres, même ceux qui ont participé au dialogue politique. Vous les avez suivis et dit que ça n'avait pas été discuté au moment du dialogue politique. Donc, je ne fais que rappeler. Deuxième élément, c'est que voilà un parrainage qui est mis en place qui désigne des acteurs qui doivent parrainer à un moment où la majorité de ces acteurs, c'est-à-dire les députés, ils étaient connus, mais ils étaient déjà installés comme députés. Donc, ça fausse complètement le caractère juste, le caractère égalitaire que doit avoir une loi. Quand on prend une loi, c'est pour l'avenir. Donc,
si ce parrainage doit être pris dans ces conditions, disons que le minimum aurait été de dire que ça ne fonctionne pas pour 2021, mais ça fonctionne à partir du scrutin après 2021, le temps d'avoir des députés neutres, inconnus de tous, ou des maires inconnus de tous. Donc, là où vous faites fausse route sur cet argument, c'est qu'il y a également les élections municipales que vous avez occultées. Les élections municipales, ce n'est pas seulement les députés qui parrainent, mais les élus locaux également parrainent, les maires également parrainent. Et certains partis politiques et tous les partis politiques avaient l'opportunité, de participer à ces élections communales. Vous savez bien qu'il y a des partis politiques qui ont décidé de ne pas participer à l'élection municipale. Non, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas dit tous les parrains étaient connus, j'ai dit la majorité. Sur 160, on avait 83 qui étaient en place. Les maires, ils ne sont que 117. Donc, la majorité des parrains étaient connus et étaient déjà en place comme députés quand la loi a été prise. C'est absolument inégalitaire et c'est absolument injuste. C'est ce que nous avons tenu à relever. Et après, vous avez vu comment le processus des maires s'est passé parce qu'il fallait aussi s'assurer la totalité des parrains. Donc, c'est ce que nous relevons dans le document de plaidoyer. Et les autres questions, c'est la question de la représentativité des parrains qui ont été choisis, députés et maires, députés et maires. Nous savons comment ils ont été élus, avec quel taux de participation les députés ont été élus, avec comment est-ce que les maires, finalement, au lieu d'être élus, se sont retrouvés maires désignés à plus de la majorité de la grande partie. Voilà. Donc, c'est autant d'éléments qui font que nous disons que le parrainage tel qu'il est instauré et tel que les choses se sont passées, c'est pas juste, c'est pas égalitaire et ça porte des gènes de conflit parce que c'est frustrant et les autres partis, les autres tendances politiques ne se retrouveraient pas dedans. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé la suppression de ce parrainage pour un scrutin présidentiel 2021 plus paisible. Alors, Madame Maryse Glele-Aranzo, vous dites que le parrainage est potentiellement chrysogène et vous l'avez donc assumé, défendu. Mais dans votre document de position, en tout cas, qui fait office de plaidoyer, vous l'avez adressé au chef de l'État. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous choisissez d'adresser cela au chef de l'État, alors que ceux qui sont les faiseurs de loi sont au Parlement. Et si suppression il devait y avoir, ce sont encore une fois les députés qui sont habilités par la loi à le faire. Et là encore, c'est un pépin dans votre démarche. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, nous savons que c'est les députés qui votent les lois, que c'est la prérogative des députés de voter et d'amender les lois. Mais nous savons aussi que le porteur des réformes, vous l'avez dit, le porteur des réformes, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a pensé ces réformes. C'est lui qui a une vision de ces réformes. Et c'est lui qui présente ces réformes, en fait. Donc, nous avons dit, les députés, oui. Mais s'il y a quelqu'un, c'est-à-dire, si la réforme doit être touchée, il faut aller au porteur de la réforme. Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses syndicats. Donc, c'est pour ça que nous avons adressé notre plaidoyer au chef de l'État parce que c'est fondamentalement la réforme que nous sommes en train de viser. C'est fondamentalement la réforme que nous sommes en train de demander de revoir. Moi, je voudrais revenir rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que les tendances politiques n'étaient pas véritablement, que toutes les tendances politiques ne se retrouvaient pas véritablement dans le parrainage. Nous avons beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent depuis l'extérieur et il faudrait que les gens puissent comprendre véritablement. Quand vous dites les partis politiques, nous savons actuellement qu'au Bénin, nous avons 4 ou 5 partis politiques. Nous avons une dizaine de partis politiques, mais les partis politiques qui sont représentés dans à l'Assemblée nationale ou dans les conseils communaux sont, je pense, 3. BR, UP, FCBE. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons ensuite des partis comme le PRD, nous avons des partis comme l'UDBN, mais ça fait 5 partis politiques que je viens de citer. Aucun de ces partis n'a dit aujourd'hui qu'il n'est pas du tout d'avis pour la mise en œuvre du parrainage. Vous parlez de quel parti politique? Tous ceux que vous avez cités, UP, PRD, et UDBN, on sait ils ont dit, c'est de la mouvance, comment ils appellent ça? Vous voulez parler d'une mouvance critique, ça c'est le PRD. Voilà, donc, ça c'est le PRD. Ce n'est pas mouvance critique ou opposition tolérante, je ne sais plus trop quel terme. Opposition constructive. Voilà. Donc, vous parlez de l'opposition. De l'opposition radicale. Non, de l'opposition radicale. Qu'est-ce que vous appelez opposition radicale? Non, mais attendez. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une douzaine de partis politiques qui ont leur récépissé, donc qui sont réguliers.
Mais c'est comment je vais dire, c'est jouer à l'autruche, à la politique de l'autruche, que de reconnaître qu'en dehors de ces 12 partis, il n'y a pas d'autres tendances politiques dans le pays. Il y a d'autres acteurs. Vous avez les démocrates. Vous avez les qui n'ont pas encore le récépissé. Les démocrates qui n'ont pas le récépissé. Vous avez l'USL, qu'on le veuille ou non. Qui n'a pas de récépissé non plus, je crois. Je suis d'accord qu'il n'a pas de récépissé. C'est pour ça que je dis il faut faire la part des choses. Je fais la part des choses entre ceux qui sont reconnus régulièrement et là même attribuer les récépissés. On peut aller au fond. Non, on va pas ouvrir ce débat. Non, mais vous l'ouvrez justement. Okay. Parce que quand on donne les prérogatives à un ministère de l'Intérieur, potentiellement acteur politique, membre d'un parti politique, que quand c'est le ministère qui donne comment je dis, le récépissé, vous comprenez qu'il peut y avoir des Selon vous, choses. Donc, tout ce que je suis en train de dire actuellement, c'est qu'on ne peut pas se tenir, on peut pas s'en tenir à ces 12 partis politiques régulièrement inscrits. Je suis d'accord avec vous. Pour exclure toutes les autres tendances ou ce qui remonte des autres acteurs politiques. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes acteur des OSC. Selon vous, nous devons construire la démocratie béninoise avec des formations politiques régulièrement enregistrées et bien constituées ou avec des tendances politiques. Avec tous les sons de cloche qu'il peut y avoir dans la cité, avec toutes les tendances qu'il peut y avoir dans la cité. Parce que quand on en exclut d'une manière ou d'une autre, c'est s'attendre à ce que ceux à qui ils vont parler parce qu'ils sont de la cité, oui ou non. Ils sont concernés par les affaires de la cité. D'accord. Alors, nous allons progresser dans cette émission rapidement. Il y a un instant, vous parliez de suppression du parrainage. Alors, j'ai bien envie donc d'ouvrir le champ. Il y a de plus en plus de voix qui demandent que nous allions vers un parrainage citoyen à défaut d'une suppression. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'assurance ou bien encore l'espérance qu'il y a une révision du code qui pourrait intervenir lorsqu'on sait que plusieurs fois des parlementaires ont déjà évoqué le protocole additionnel de la CEDEAO qui pose 6 mois avant une élection et qu'ils ont déjà dit révision de code, c'est déjà rendu au calendrier grec. C'est vrai que le protocole de la CEDEAO interdit de réviser les tests électoraux à moins de 6 mois. Mais on a connu dans ce pays le code électoral qui a été révisé juste à la limite des 6 mois en 2019. C'était novembre 2019. Les élections étaient pour quand? Pour mars 2020. Quand vous comptez, ça fait vraiment la limite des 6 mois. Donc, on est encore, je pense, la présidentielle, c'est en avril. Et on est là en octobre. Donc, je pense qu'on est encore dans les 6 mois. Mais au-delà de ça, le protocole parle aussi de large consensus. C'est-à-dire qu'à défaut d'être dans les 6 mois, qu'il faut qu'il y ait un large consensus entre les acteurs politiques. Et de notre point de vue, ce large consensus peut encore avoir lieu si tant est qu'on veut un scrutin non conflictogène. Vous êtes un acteur des OSC. Je présuppose que l'option d'un parrainage citoyen doit vous agréer. L'option qui agrée ou l'option qui serait la meilleure, ce serait l'option qui permet vraiment une ouverture du scrutin. Une ouverture du scrutin que les Béninois qui... je suis d'accord qu'il y ait des critères et nous avons des critères. Nous avons des critères par ailleurs. La caution, je ne me rappelle plus, mais vous voyez le montant auquel on l'a fixé. Ce n'est pas un citoyen lambda qui peut se lever et payer cette caution-là. Donc, il y a déjà des critères. Et je suis d'accord qu'il faut choisir. Et voilà. Mais il faut aussi que le scrutin soit ouvert. Et donc, l'option nous pourrons proposer ou l'option qui aura notre adhésion, ce sera l'option qui garantit une ouverture du processus électoral et du scrutin. Donc, si l'option soit on suspend le parrainage pour la mise en œuvre du parrainage pour 2021, pour les raisons que j'ai évoquées, pour dire que, OK, on garde que c'est les députés et les maires, mais ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires qu'on aura, pas ceux qui sont déjà en place ou ceux, voilà. Soit on suspend pour l'application, la mise en œuvre pour 2021, ou alors si l'option d'un parrainage citoyen peut permettre d'avoir plus de 160 et permettre vraiment aux candidats, nous permettre d'avoir plus de candidatures ou permettre, je vais dire, à ceux qui aujourd'hui
dans le système des 160 ne peuvent pas s'octroyer ou difficilement peuvent avoir des parrains, si l'option citoyen peut leur permettre d'avoir d'être impliqués dans le processus, je pense que c'est des options sur lesquelles il faut réfléchir. Vous ne pensez pas que ce débat est trop en retard aujourd'hui? Trop en retard, non. Trop en retard par rapport à quoi? Trop en retard, ce serait dit que le code électoral ne pourrait plus être amendé. Puisque le ministre de la Communication l'a souligné plusieurs fois, le code ne sera plus révisé. C'est comme je dis, c'est les acteurs politiques. Tout peut encore changer. Nous gardons l'espoir que ça peut changer. Nous voulons d'un processus paisible, d'un processus apaisé pour 2021. Et nous espérons. Les députés nous ont montré que les amendements, les lois peuvent être amendées en une journée. L'expérience du 2 juin est là pour nous le rappeler, en une journée en procédure d'urgence avec une majorité ou à l'unanimité des 83 députés. Donc, s'ils le veulent, si les acteurs majoritaires aujourd'hui au pouvoir le veulent, ça peut se Vous passer. avez parlé plusieurs fois de la paix sur cette émission. Est-ce qu'il y a des raisons aujourd'hui qui fondent vos craintes? Est-ce que vous observez des agissements qui laissent croire qu'il pourrait y avoir menace sur la paix? Vous attendez qu'il y ait des ajustements. Tout ce que, de la manière dont ça se passe, ça ne vous inquiète pas, vous. Des agissements, je ne vais pas donner d'exemple. C'est pas qu'il faut attendre de voir que, OK, tel parti est en train de s'armer ou tel parti est en train à commencer à avoir des propos violents pour dire non, mais tel que les lois sont faites et quand les lois sont porteuses d'inégalité, quand les lois sont porteuses d'exclusion, ça peut entraîner des violences, ça peut menacer la paix. C'est déjà sur ces éléments-là que nous nous basons pour appeler à l'attention et pour appeler à un scrutin plus paisible. Alors très bien, Madame Maryse Glele-Aranzo, vous êtes la coordonnatrice de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Vous avez la conclusion. Ok, en termes de conclusion, je vais peut-être m'adresser aux acteurs politiques et demander qu'il y ait de l'écoute et de l'ouverture. Tout ce que la plateforme électorale des OSC du Bénin demande, ce n'est que ça, de l'écoute et de l'ouverture. Nous sommes préoccupés par le contexte, nous sommes préoccupés par nos antécédents, les antécédents que nous avons eus 2019, etc. Et nous sommes préoccupés par un scrutin présidentiel paisible. La plateforme a mis en place déjà un mécanisme de suivi des violences électorales. Donc, elle a déployé des moniteurs de suivi de violences. Elle a mis en place un groupe national de réponse électorale qui est constitué d'OSC et de personnalités et qui mène actuellement des démarches pour aller à la rencontre des différents acteurs pour leur présenter ses objectifs. Donc, tout ce que la plateforme attend, c'est vraiment qu'il y ait de l'ouverture d'esprit et de l'écoute pour ces propositions. Nous rappelons aussi, en 2019, la plateforme a tout le temps demandé à ce que les acteurs puissent se dialoguer, puissent aller vers le consensus, etc., etc. Ça n'a pas été écouté. Le dialogue a eu lieu en octobre, mais entre-temps, il y avait eu des événements des 1er et 2, il y avait des événements de Tcharo, de Savalou, etc. Nous voulons prendre de l'avance sur ça. Et tout ce que nous demandons aux autorités, c'est un peu de flexibilité, un peu d'écoute et un peu d'ouverture. Très bien. Merci donc à vous, Madame Maryse Glele-Aranzo. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice du réseau ouest africain pour l'édification de la paix, WANEP Bénin. Vous êtes également la coordonnatrice nationale de la plateforme électorale des OSC du Bénin, une institution citoyenne qui s'intéresse de près au processus électoral depuis plus de 5 ans déjà au Bénin. Merci d'être passé répondre à nos questions ce matin. Merci à vous, Jean-Luc Mitopé. Merci, Joël. C'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement.